Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux de retrouver aussi Chris Singleton. Moi aussi, hello everybody. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Toujours en forme, hein? Ah oui, absolument. Ça manque pas, ça. Et puis Dès que le basket commence, je suis en forme. Parfait. En plus, on est filmé, tu l'as déjà Oui, pratiqué. Enfin, toi, ouais. t'es un habitué de toute façon de la caméra. Exactement, oui. J'en profite aussi du coup pour vous dire qu'on a un nouveau podcast filmé. C'est le podcast foot que Nico a fait avec Jean-Charles Sabatier, Contre-Pressing. J'en parle parce que aujourd'hui, c'est PSG Bayern et ils reviennent sur le fameux Bayern Munich. Je sais pas si tu connais un petit peu la Bundesliga. Bien sûr, je suis le foot. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est disponible sur toutes nos plateformes et sur YouTube. Nous, on va revenir à nos moutons ou à notre Ja Morant, parce qu'il y a de quoi dire sur le meneur des Grizzlies qui a pété un petit peu sa crise encore une fois. C'est pas la première fois. Il avait été suspendu le match d'avant contre les Lakers. Il est revenu cette nuit contre Détroit. C'est contre Toronto. C'était contre Toronto parce qu'il avait mal parlé du coup dans les vestiaires après le match des Lakers, notamment en disant que selon le staff, il vaudrait mieux ne pas me faire jouer. Apparemment, c'est cool. Bref, Ja Morant ne va pas bien, n'est pas heureux. C'est d'ailleurs ce qu'il a encore dit cette nuit après le match. Qu'est-ce qui se passe, Chris, avec Ja Morant? Finalement, on s'en sort jamais avec lui. Il y a toujours un problème, quoi. Oui, écoute, depuis un moment, il y a des drapeaux rouges qui sortent. Les red flags. Red flag, on dit ça aux États-Unis. Donc, allez-en regarder et puis agir. Ça fait un moment et je pensais que cet été, c'était là où ils allaient peut-être trader de Ja Morant parce qu'il était au bout de course, parce que voilà. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est cette suspension de un match. Ça arrange le front office. Parce qu'ils vont dire, on va en déplacement, on va probablement perdre. On lui tape un peu sur la main. On lui tape un petit peu sur la main, mais pas trop. Donc, non. Où tu frappes fort, tu dis on a marre, maintenant on va t'écarter de l'équipe parce que tu déranges. Ou on essaye de faire à la Larry Brown. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour moi, tu as le syndrome Iverson. Gros talent, qui ne suit pas les règles, évidemment, qui suit la musique dans sa tête. Donc, Larry Brown, il savait orchestrer ça avec Iverson pour dire il y a certaines choses qui ne sont pas graves, mais au bout, tu as le talent à ta disposition le jour du match. Donc, c'est ça, à mon avis, l'approche qu'il faut avoir avec Ja Morant. Donc, tu es en train de dire que Chuma Sizalo, le coach coup de Memphis, n'a pas eu la bonne approche peut-être pour l'instant avec lui. On sait que ça s'était mal passé déjà avec Jenkins, peut-être d'ailleurs qu'il avait été sorti pour ça. Comment il faut l'appréhender? Comment il faut appréhender ce genre de joueur alors? Ce genre de joueur, évidemment, il faut mettre un entraîneur en face, comme Rodman avec Jackson. Il faut lui mettre quelqu'un autoritaire, qui a de la réussite, qui a éventuellement une bague. Là, Ja Morant, il va écouter. Okay. Mais dans ce cas-là, je vois qu'il manque de respect. Oui, certes. Il choisit par le moment. Mais est-ce que c'était... Si on n'était pas là, mais on sait parfaitement bien à chaud, il ne faut pas parler aux joueurs, il ne faut pas diminuer un joueur devant le groupe, surtout un Ja Morant qui, il a la qualité de ses défauts, mais c'est un joueur très fier, un compétiteur, il nous a montré ça. Donc, si le coach Thomas part dans un bras de fer, il est sûr de le perdre. Ok. Et donc... tu parlais du match de suspension. Est-ce que toi, tu aurais tapé plus fort sur la table? C'était combien? Tu tapes pas. Non, mais moi, j'aurais pas tapé. J'aurais amené dans le bureau à 9h, pour essayer de trouver une solution diplomatique. Je t'aime pas non plus. Donc, à partir de là, un match, c'est tout ce qu'il faut faire pour provoquer un joueur de cette classe-là, parce qu'il a quand même de la classe basketball parlant. Oui, on va pas revenir dessus. Sauf qu'il... Moi, j'aurais essayé, par la voie de diplomatie,
encore une fois, une dernière fois, au lieu de faire on te suspend un match, on va t'utiliser comme exemple, ça marche jamais, ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière aussi de taper encore plus fort? Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui est en train de ressortir des médias américains, aussi des bruits de vestiaire. Ce serait carrément de peut-être se séparer de Ja Morant. Ouais. Toi, c'est ce que tu ferais si tu étais... Non, mais moi, j'aurais fait... GM. S'il y avait à faire, j'aurais fait cet été. Cet été là, vous êtes en train d'essayer de trader un joueur que, par ses frasques, perd un peu de valeur, parce que qui veut le toucher maintenant? Ils disent on va amener un concert dans le vestiaire, il va amener son posse avec lui, parce que c'est tout à fait... Son arme, peut-être. Oui, il va peut-être venir loaded, comme on dit. Non, mais ça va être délicat. Hein, mais moi, je vous dis, parce qu'on dit il faut trader de Ja Morant, peut-être il faut virer le coach, peut-être il faut virer le GM, je ne sais pas. Mais par contre, là, il faut que ça bouge. Parce que là, la situation est compliquée. Ils sont regardés, en chien de faïence, c'est ça? Oui, voilà, pas mal l'expression. Non. Il y a une... Pareil en anglais, ça se dit comment ça? Non, looking eye to eye, oui, non, mais non, nous on appelle ça un standstill. C'est-à-dire qu'on est en face d'un truc et personne ne veut bouger. Donc voilà. Et si tu attends que Ja Morant il fasse des excuses, lui, même s'il le dit à moitié mot, on a compris qu'il voulait aussi partir, je pense. Là, c'est assez clair. Je pense que lui sait que il regarde la franchise, qui vient de trader Desmond Bane, qui pense qu'ils ont baissé les bras. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Memphis, l'année dernière, était deuxième vers la fin de saison. Donc, ils n'étaient pas aussi loin que ça. Avant de s'écrouler, justement. Avant de s'écrouler à la fin, de Jenkins. Ils ont fait un move qui n'a pas fonctionné. Mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais été aussi loin. On est d'accord. Pour rappel quand même, du coup, Ja Morant, le contrat de Ja Morant à Memphis, donc qui s'étend jusqu'à 2028, c'est 126 millions, 40 millions rien que cette année. C'est quand même une belle monnaie d'échange, même si tu dis qu'elle a peut-être des petites piques qui ne donnent pas trop envie. Ah oui, non, mais c'est le franchise player, c'est le visage de l'équipe, the face of the team. Quand est-ce qu'on va revoir un Ja Morant à Memphis? Parce que c'est un jour comme ça, il vient... Et le problème, c'est qu'il n'enchaîne pas les matchs. Ça fait depuis 2022 qu'il n'a pas enchaîné 7 matchs d'affilée. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a choisi ce joueur-là. On voit qu'il a impact. Je dis qu'ils étaient deuxième à la fin de la saison, à 15 jours de la fin. Donc, il a du valeur. Il sait ramener une équipe en haut du classement. Donc, mais quelque part, il faut l'entourer, il faut faire ses choix avec lui, il faut l'entraîneur qu'il faut, et puis il faut lui expliquer les choses. Si je t'amenais sur le contrat, c'était parce que, évidemment, j'aime bien aller un petit peu plus loin dans le futur et te proposer, du coup, des équipes potentielles qui pourraient avoir envie d'un meneur tel que Ja Morant. Et il y en a. Tu me vois venir. Il y a des équipes qui ont perdu des meneurs là, récemment. On peut penser à Atlanta, on peut penser aux Rockets. Et puis, dans une moindre mesure, pourquoi pas les Bucks qui veulent aussi, évidemment, changer. Pourquoi pas Minnesota, tiens, parmi ces équipes-là, est-ce qu'il y en a une où tu verrais bien Ja Morant atterrir? Ouais, écoute, oui, c'est une équipe qui doit jouer pour le titre. Je ne pense pas qu'on peut amener Ja Morant dans un projet de reconstruction. J'avais pensé à Sacramento cet été, avant que... Voilà, cet été. Ça aurait été encore une belle addition, ça. Oui, style de jeu qui correspond aux qualités de Ja Morant. Bon, aujourd'hui, l'équipe que je vois le plus en urgence, qui est pas loin du summum, c'est les Wolves. Mike Conley, il n'y a plus rien, les pneus sont rasés. Ça fait un moment qu'il cherche un meneur, on va dire.
Dillingham, il est un peu jeune. Il a besoin derrière quelqu'un. Donc moi, le candidat... L'association Ja Morant-Edwards donne envie. Oui, parce que ce serait explosif. Où ça passe ou ça casse. Voilà, c'est exactement dans tous les sens du terme. Mais je pense que Minnesota a besoin de ça. Ils sont entre eux. Voilà les choses. Ils ont des défenseurs. Ils ont besoin de cette dynamite que Ja Morant il peut amener. Après, oui, les Rockets... oui. Est-ce qu'ils ont besoin d'un... Ah si, ils ont besoin. Ils ont besoin, mais d'un profil tel que lui, ça, qui peut, là, eux, ils peuvent dire, nous, on a construit autour de Kevin Durant, le projet, il est là. C'est pas... ça. Bon, après, Kevin Durant peut aussi assagir ce genre de joueur. Non, mais ils ont plein de joueurs polyvalents. Kevin Durant, il monte la balle. Thompson, il monte la balle. On a vu que Şengün était capable de monter la balle. Ils ont pas trop besoin de meneur, finalement. Non, mais voilà. Donc, ils ont une autre organisation que l'équipe des Wolves a vraiment besoin d'un meneur pour organiser, éventuellement pour... diverger l'attention de la défense sur Edwards. Donc, voilà. Non, mais moi, je pense que ça, c'est le perfect fit. Par contre, il faudra lâcher quand même quelqu'un. Notamment, on peut penser à Julius Randle, par exemple. Oui, Julius Randle, oui. Il faudra lâcher quand même quelqu'un, Chris. C'est pas... Oui, non, mais... oui. En tout cas, c'est ce qui se laisse entendre avec il faut travailler là-dessus. Évidemment, il y a des solutions. Si vous voulez, Ja Morant, vous savez qu'il faut lâcher quelque chose. Donc, à choix de contrebalance. Est-ce qu'ils ont besoin d'un Julius Randle ou un meneur? Quand moi je regarde le match des Wolves, moi je dis qu'ils ont besoin d'un meneur. S'ils veulent rentrer dans les 4 premiers. Sachant qu'il y a du monde dans la raquette aussi à Minnesota avec puis avec ça Rudy. Un petit temps de jeu à notre Frenchie là. Béranger, bien sûr. Bon, en tout cas, ton pronostic, du coup, tu le vois partir, toi, d'ici les playoffs? Je lance la pièce. Non, mais c'est lui ou le coach. Ça ne peut pas rester comme ça. J'ai l'impression que tu vois le coach quand même partir avant avec un coach d'expérience. Ils sont en train de tester le marché. Tom Thibodeau. Oui, pourquoi pas. Ils sont en train de tester le marché. Ça sera un retour au grit and grind. Et puis là, ils sont en train de tester le marché. S'ils voient qu'ils peuvent avoir un truc intéressant pour Ja Morant, je pense peut-être qu'ils vont réfléchir sur ce côté-là. S'ils ne voient pas le contre-valeur, c'est ça aussi. C'est goodbye, coach. Mais bon, logiquement, s'ils lâchent Ja Morant, ça ne peut pas rester comme ça. Memphis sera un petit peu perdant, évidemment. Mais c'est pour une reconstruction dans tous les cas. Parlons maintenant de nos amis de Philadelphie, qui nous ont clairement... C'est la grosse surprise. La question que j'avais tout de suite posée, c'est est-ce qu'on s'est trompé sur les Sixers qui sont actuellement premiers de la conférence Est avec 5 victoires et une seule défaite pour l'instant. C'est vraiment la belle histoire alors que c'est le début de la saison évidemment, il faudra attendre. Mais pour l'instant, on a un menu qui marche avec cette paire d'arrière Tyrese Maxey, Veggie Edgecombe qui est en train d'être parfaite. Le management de Joel Embiid qui, selon moi, se passe plutôt bien, même si lui a évoqué aussi quelques regrets de ne pas jouer plus. Et puis, on attendra aussi le retour de Paul George. Il va y avoir du changement, Chris. Ça ne va pas rester comme ça à Philly, mais pour l'instant, c'est... Écoute, je pense que la première chose, c'est que Maxey qui progresse, ça, on savait que c'était... voilà. On ne pensait pas qu'il pouvait progresser autant. Et puis il avait un tout petit peu baissé, je trouve, la saison dernière. Là, il revient vraiment. Mais quand tu as les pièces qui sont là, il a progressé sans la présence de Embiid au début. C'était quand même, le jeu de Philly était basé largement sur le jeu à 2 avec Embiid. Bon, maintenant, Embiid diminué physiquement, qui roule de moins en moins vers le cercle, qui joue de moins en moins dans la peinture. Bon, peut-être plus tard, il le fera. Mais le vrai histoire, c'est d'avoir drafté Edgecombe. Parce qu'il était, moi je l'ai vu à Baylor, c'est ce que j'allais te demander. Il était NBA ready physiquement.
C'était la question que j'allais te poser. Oui, il était physiquement NBA ready. Voilà, il vole de partout. Défensivement, c'était solide. Fin de contre-attaque, c'était un grand finisseur avec les highlights voilà, à gogo. Mais le bonus, et peut-être ça changera plus tard, c'est qu'en université, il n'était pas à droit. Ouais. Il avait le shoot qui était suspect. Maintenant, en NBA, jusqu'à hier, il était à 40% à 3 points. Donc, voilà. Pas mal. Et il continue le jeu. Il est fait pour le jeu NBA. Moi, je le trouvais des fois dans une boîte à Baylor, dans le basket universitaire, le basket discipliné de Coach Drew. Souvent, des joueurs comme ça, quand ils sortent, ça y est, ça part. Ouais. Donc c'est quoi, en fait, qui a fait qu'il était prêt comme ça dès le début Parce que c'est rare, finalement. Oui, c'était... C'est des prédispositions qu'il y a déjà il était mature. Ouais. C'est pas quelqu'un qui... Il était bien ciblé. Il savait ce qu'il voulait. Il avait travaillé physiquement pour avoir ce corps-là. Tout ce qui lui manquait, c'est techniquement faire le pas, le pont de l'autre côté, ça c'était l'adresse. Et on voit que c'est une éponge. Bon, il a des joueurs autour de lui, il prend ça, ça et ça. Donc Philly, est-ce qu'on s'est trompé? Non. Avec les performances actuellement, parce que côté l'Est, on savait que Boston allait... Oui, il y avait de la place. Il y avait de la place. Indiana, Milwaukee. Indiana, voilà, qui ne trouve pas le chemin de la victoire. Mais Orlando, qui était un peu en recul. On entendait plus Orlando que Philadelphie. Les Pistons, ils progressent. Ça, c'est très bien. Non, pour l'instant, la conférence Est était Pour l'instant, on n'attendait rien de Philadelphie. Oui. Donc, toi, tu n'attendais rien. Parce qu'il y en a qui les avaient mis assez haut quand même. Hein. Ouais, en se disant, Joel Embiid et Paul George allaient revenir. On ne savait pas pour Joel Embiid. Mais maintenant, la question que je vais te poser... Si tu me dis que Joel Embiid, il allait revenir à 100%... Pour l'instant, ce n'est pas exactement le cas. J'aurais monté Philly. On a fait l'erreur l'année avant. Voilà. C'est de mettre Philly première ou deuxième, et ils étaient nulle part. Il y avait des paris à faire là-dessus. Ne faisons pas la même erreur 2 fois. D'accord. Mais on attend. Ces 2 joueurs vont quand même revenir au bout d'un moment. Est-ce que, selon toi, ça va enrayer du coup cette dynamique ou justement ça peut être que positif pour Philly d'avoir ces 2 All-Stars en plus, quoi. Oui, non, mais ce qui peut enrayer... Si jamais ils sont bons. S'ils ne sont pas blessés. Il peut enrayer, non, mais il faut de Joel Embiid. Si vous avez des visions sur les 2 premières places, si vous avez des visions sur les titres, il faut Joel Embiid. Même si, justement, du coup, il va un petit peu empiéter sur leur terrain, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, là, ils ont de l'espace pour l'instant. Ils vont ajuster, voilà, ça ne s'empiète pas. Celui qui peut enrayer le disque, c'est Paul George. Toi, c'est plus Paul George. Ah oui. Même en apportant juste sa défense, même si on voit que Philly défend bien pour l'instant. Oui, mais Paul George, avec cette longue absence, est-ce qu'il va défendre de la même manière? Il a des problèmes de canne. Donc, à partir de là, tu te dis, un joueur comme ça, il revient, oui, offensivement, de temps en temps, il va vous sortir des choses, mais je ne pense pas qu'il a les mêmes cannes. Il faut regarder les 2 bombes qui sont derrière, c'est Edgecombe et Maxey, avec un Kelly Oubre qui est en train de faire une de ses meilleures saisons. Bah oui, donc, Quentin Grimes aussi. Paul George, Oubre, moi je prends Oubre, mais tous les jours. Et on se dit même que si Gershon était resté, ça aurait été aussi très sympa, sachant qu'on connaît les difficultés actuelles, c'est que le début de la saison. Non, mais ça te permettait de justement avoir un Embiid qui peut prendre son temps, voilà, qui est dans le modèle du jeu des Sixers. Mais là, on voit en train de renaître un pivot, Dédé. C'est magnifique. Eh oui. Ah oui, non. Toujours là. Toujours là, toujours au rebond, toujours prendre la place dans la raquette. Donc, moi, ça me plaît. Je voulais te poser une dernière question sur Embiid. On le voit, du coup, il est très managé. On s'est quasiment calculé à l'avance de savoir quel match il ne va pas jouer. Son nombre de minutes est restreint. Je crois que c'est 20 minutes à peu près. 20 minutes, ouais. Il n'est pas mauvais. Il y a des statistiques.
Lui, comme on le disait tout à l'heure, a expliqué qu'il était un petit peu... qu'il n'aimait pas, hein, qu'il aimerait jouer plus. Est-ce que tu trouves que pour l'instant c'est très bien géré par Philly et Nick Nurse, ce Joel Embiid? De toute façon, tu as un staff médical. Voilà. Ouais. Si tu ne suis pas les recommandations de staff médical, c'est pas la peine d'en avoir. Oui, mais on a déjà vu Philly tirer un petit peu sur l'ambulance parfois. Oui, mais non, mais bon, c'était en play-off souvent, mais voilà. Non, mais tu peux pas. Aujourd'hui, quand tu connais la disposition physique de Joel Embiid, il faut plus de précautions que les années avant. Les années avant, il ne le gérait pas. Et lui, il arrivait, au bout d'une dizaine de matchs, il avait, le carton, il tombait de ses genoux. Ouais, donc là, il faut le faire. Ça ne lui plaît pas. Je comprends bien qu'un joueur qui est bridé, qui dit, voilà, tu fais 4-5 allers-retours. Bon, même si c'est ligne de 3 points, ça fait quand même la distance. Il va même plus sous le panier maintenant. Ouais, non. Donc, oui, je comprends. Il n'arrive pas à trouver son rythme. Il a besoin de trouver le rythme. Mais bon, il va aller de mieux en mieux. Après, ça sera le vrai test quand il commence à jouer 30-35 minutes. Ça va venir, dans tous les cas. Bah, ils vont être obligés. Parce que s'ils veulent battre les bonnes équipes, s'ils veulent grimper, rester en haut du classement, il va falloir du temps de jeu à Joel Embiid. Oui, qui n'a que 31 ans, quand même, on le rappelle. Oui, mais ses genoux, ils ont 45. Il a subi 2 opérations en 14 mois. Je voulais finir sur des chiffres qui m'ont quand même interpellé et qui vont nous permettre de passer au 3e sujet. Le Thunder paye donc 52 millions de dollars Paul George cette année. C'est le même total que le Thunder pour Chet Holmgren, Jalen Williams, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kayson Wallace et Jay Mitchell. Comme quoi, des fois, on crée des équipes de façon différente. Tu es très financier aujourd'hui. Je trouve que tu parles beaucoup d'argent. Et un peu piquant, non? C'est la NBA, hein. On parle d'argent. C'est les questions de gros sous, oui, ça on sait. Ou de petits, justement. Ou de petits sous, voilà. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour en arriver à notre Thunder. Finalement, on n'en parle pas tant que ça parce qu'on ne sait plus quoi dire de cette équipe qui marche sur l'eau et qui est donc la seule équipe encore invaincue et en tête de la NBA avec un bilan de 7-0. J'avais une question, alors bien sûr c'est des questions qu'on a en début de saison et qui sont souvent qui arrivent un peu trop tôt, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que le Thunder peut battre cette année le record des Warriors de 73 victoires, dont soit le plus haut total sur une saison régulière cette année? Oui, ils ont la capacité. Ils ont la capacité. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont rien changé. Ils connaissent la formule, ils connaissent la route pour accéder en haut de la montagne. Et c'est souvent là que c'est le plus dur. Oui, parce qu'il faut changer le côté face que tu vas monter. Parce que toutes les équipes vous attendent. Ça, c'est sûr, ils ont un cible dans le dos. Mais ils ont fait le plus dur. Ils ont la bague. Donc maintenant... oui. Pas de pression. Il n'y a pas de pression. C'est pas une équipe comme une équipe qui n'a jamais gagné de titre. Donc voilà, ils ont ça. Donc ils repartent avec le même groupe, avec la même philosophie de basket. Ça, changer une équipe qui gagne, ça marche pas. Faut toujours tu peux faire des ajustements. Mais des petits. Là, c'est une équipe qui est jeune. Tu n'as pas besoin. Tu as tes intérieurs, Hartenstein, Holmgren. Tu as plein de joueurs autour de Shai Gilgeous, même si Williams ne joue pas. Tu as Wiggins, tu as Mitchell, encore un joueur qui sort de l'eau. Mitchell, AJ Mitchell. C'est une culture basket à OKC qui marche autour d'un Shai Gilgeous-Alexander, qui est MVP pour une raison. Il tient ce groupe fermement. Tout le monde le suit. Donc, ils vont le suivre. Donc, maintenant, est-ce qu'ils ont envie de gagner 73 matchs? Je ne sais pas. On va voir au fur et à mesure. Ils vont regarder s'ils n'ont pas de blessés, comme l'année dernière, où les deux, Hartenstein et Holmgren, étaient blessés à un moment. Mais c'est là qu'ils étaient le plus forts, parce qu'ils ont montré une autre facette de gagner. Donc, ils ont peur de rien. Ils savent. C'est ça, et on a l'impression que dès qu'il y a un problème, ça leur ils roulent dessus. Parce ils sont capables de jouer petit, ils sont capables de jouer très grand. Ils sont capables, et puis de ne pas tirer à 3 points.
C'est la stat qui est assez impressionnante. C'est le côté défensif. Bien sûr. Mais 29e attaque à 3 points de la Ligue. Oui, mais et toujours invaincu, c'est quand même exceptionnel. Ils sont tellement forts en attaquant le cercle. À mid-range. Ils donnent tort à des équipes comme les Celtics l'année dernière, qui bombardaient à 3 points, mais qui ne marquaient pas de points dans la raquette. Donc à partir de là, eux, ils savent, c'est à l'image de Shea, qui a le mid-range, qui a la façon d'attaquer le cercle. Et à mon avis, ils ne voulaient pas tomber. Ils ont des spécialistes qui sont à l'opposé du ballon, qui peuvent mettre des tirs à 3 points, mais ils savent que ce n'est pas nécessaire. Chase, du coup, ça fait, il vient de dépasser l'année entière 100 matchs à moins de 20 points. Ça en fait 60... Combien j'ai noté? Je ne sais même plus. 79 matchs de suite à moins de 20 points dans un match. Je crois que tu en avais un petit peu parlé dans l'émission. Je voulais te réentendre là-dessus aussi sur Chet Holmgren, qui est en train de reprendre encore une dimension supplémentaire. Là, avec la blessure de Jalen Williams aussi. Voilà. C'est le lieutenant plus de parce qu'il a même malgré un début un peu compliqué, il avait bien réussi ses finales. Ça lui a donné de la confiance. Ça lui permet de ne plus être considéré comme jeune. Oui. C'est maintenant, il est à part entière partie de la réussite de OKC. Il a la responsabilité. Il a une diversité dans son jeu, que ce soit vers le cercle. On le voit shooter avec confiance à 3 points. Donc,